conférence de l'âge sur les indications chirurgicales en oncologie, avec le point de vue de l'oncologue qui va nous donné par Jean-Yves Fillet de Lyon, puis Bernard Dornager qui donnera le point de vue du chirurgien. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, je remercie tout d'abord l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de chirurgie de m'inviter pour partager une présentation importante, cela a déjà été dit, sur le rôle de l'âge à les indications chirurgicales en oncologie, ce dans une situation où nous le savons tous, l'incidence moyenne des cancers augmente et globalement elle augmente du fait du vieillissement de la population générale avec un âge médian de survenue des cancers qui est voisin pour la plupart des tumeurs fréquentes dans notre pays de 60 ans. Donc le point de vue du chirurgien, le point de vue de l'oncologue pour la prise en charge chirurgicale qui reste très largement la prise en charge curative de la majorité des patients est un point de vue assez essentiel. Et les précédentes présentations ont mis en exergue la fragilité du patient âgé est un des éléments clés pour décider et guider la prise en charge de ces patients. Ce que je voudrais aborder dans ces quelques minutes de discussion avec vous, c'est trois sujets. Tout d'abord, la fréquence du problème, aborder avec vous quelques situations cliniques fréquentes, et enfin le futur. Fréquence du problème, tout d'abord. On n'a pas de littérature en réalité, mais cette littérature combinée reste relativement maigre et surtout parfois inconstante dans ses conclusions. Une première étude, rapportée il y a quelques semaines, analyse la prévalence et le devenir des patients en fonction des index de fragilité qui ont pu être appréciés de manière prospective. Et cette méta-analyse, qui rassemble une vingtaine d'études, plus de 2000 patients, montrait la fréquence de la fragilité chez ces populations. 42% de patients fragiles, 32% seulement de patients en forme, je traduis par fit, 32%, et donc le reste des patients qui étaient en situation qualifiée de pré-fragilité. Plusieurs remarques sur cette méta-analyse. Tout d'abord, les critères changent d'une étude à l'autre. Et deuxièmement, la fréquence de la fragilité va varier très considérablement d'une étude à l'autre, qui laisse penser que probablement une approche plus systématique serait certainement utile. Que nous dit cette méta-analyse? Cette méta-analyse nous dit que chez les patients fragiles, la mortalité post-opératoire, la mortalité à 6 mois, la mortalité à 5 ans est significativement plus importante. Et c'est également le cas pour la population des patients pré-fragiles, tels qu'ils sont qualifiés dans cette étude, avec les limites que j'avais indiquées. Et vous le voyez ici, le risque de complications précoces, notamment post-opératoires, et le risque de complications de la chimiothérapie et des thérapeutiques cytotoxiques sont également plus importants dans les populations fragiles et dites pré-fragiles. C'est donc un problème majeur qui touche la majorité des patients de plus de 70 ou de plus de 75 ans en fonction de ces différentes études et qu'il convient de prendre en considération. Même si l'analyse de la littérature, et cet article est également assez récent, montre des discordances dans l'appréciation de ce phénomène. D'où viennent ces discordances? Très vraisemblablement de l'approche non systématique que l'on a eue de l'évaluation gériatrique chez ces patients. Et ça nous pointe finalement du doigt un élément essentiel, c'est que l'évaluation prospective systématique des capacités du patient avec une évaluation gériatrique est nécessaire. On conclut donc sur ces différentes études qui ont été rapportées que la fragilité est un facteur de risque indépendant de mortalité, de toxicité, qu'il faut procéder à des études prospectives exhaustives et que l'évaluation gériatrique doit être considérée comme un standard. Quelques situations fréquentes qui illustrent, une fois identifié la magnitude du problème, dans quelle mesure l'oncologue, en association avec le chirurgien et l'équipe multidisciplinaire, donc vous avez compris qu'il doit impérativement comprendre un gériatre ou un oncogériatre, parfois on les appelle, avec différentes situations cliniques fréquentes qui illustrent l'importance de l'évaluation gériatrique. Je voulais citer ici un article qui est paru dans l'Ancêtre Oncologie de la Société internationale d'oncologie gériatrique sur la prise en charge de patients porteurs de cancer de la prostate et qui, vous le voyez dans son arbre de décision, place en numéro 1 l'analyse des capacités du patient en fonction du critère G8 avec un score composite remarquablement simple à établir qui permet de classer le patient en forme ou patient pré-fragile ou fragile, et en fonction de ça, la stratégie thérapeutique va complètement être basculée. Et vous voyez que dans cette première recommandation, algorithme de recommandation, la description même de la tumeur ne figure pas. Alors dans ces recommandations pratiques, l'évaluation de la tumeur joue un rôle une fois que le patient a pu revenir à une situation clinique qui autorise le geste chirurgical.
mais au fond, ce qui prévaut, c'est l'évaluation gériatrique pour une chirurgie qui va pouvoir être complexe et qui va imposer un certain nombre de complications, nous venons de le voir. Qu'en est-il pour des chirurgies peut-être moins complexes, peut-être que celle du cancer du sein en phase localisée, avec des éléments qui sont assez précis dans la littérature, qui nous disent, premièrement, qu'on traite moins chirurgicalement les patients âgés et que ce sous-traitement a un impact sur la survie. Avons-nous raison de sous-traiter? Évaluons-nous correctement les patientes qui sont dans cette situation? Ça n'est pas sûr. Il est certain qu'on est ici devant une chirurgie à plus faible risque, mais il est également certain qu'on est ici sur des traitements post-opératoires tels que radiothérapie adjuvante, chimiothérapie et hormonothérapie qui doivent également être adaptés. Les grands messages et probablement le rôle de l'oncologue dans cette situation est de toujours faire prévaloir la chirurgie comme l'arme numéro 1, si la situation clinique et gériatrique le permet, de limiter sans doute les indications de radiothérapie adjuvante à des fonds particulièrement à risque. C'est ce qui semble se dégager des recommandations de pratique, et de privilégier les traitements hormonaux plutôt que les traitements chimiothérapiques qui doivent être réservés aux patientes dont les tumeurs n'expriment pas les récepteurs hormonaux. Ce sont des formes plus agressives et pour lesquelles le pronostic est sensiblement amélioré, si leur état général l'autorise, par le traitement chimiothérapie post-opératoire, mais ce n'est qu'une minorité des patientes. Même chose pour le cancer de la vessie, et là on s'oriente dans une direction où les choses sont moins connues, il y a peu de données, les données sont limitées sur le plan publication. On voit bien que l'évaluation gériatrique est recommandée comme devant être mise en routine, que normalement le patient qui est dit en forme, fit, va pouvoir bénéficier d'une chirurgie adaptée, pas de notion sur les pourcentages, pas de notion sur le devenir des patients, les travaux sont vraisemblablement en cours et ils sont en tout cas à initier. Pour finir, je voulais évoquer avec vous les options de chimiothérapie adjuvante dans le domaine du cancer du côlon. Vous le savez, le cancer du côlon est une des pathologies pour lesquelles la chimiothérapie adjuvante apporte des choses substantielles en termes de risque, réduction du risque de rechute, de réduction du risque de décès, mais avec chaque fois des chimiothérapies qui sont associées à des effets secondaires importants, et puis surtout qui sont à administrer avec prudence chez les patients. Pour certains d'entre eux, les fonctions clés, rénales, hépatiques, cardiaques, peuvent être affectées. Une analyse de la littérature récente sur l'impact de l'âge sur le choix de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer colorectal est assez démonstrative. Sans rentrer dans les détails de cette analyse fine des différentes études qui ont été rapportées, on peut retenir tout d'abord l'impact substantiel du traitement adjuvant sur la toxicité toujours plus importante chez le sujet âgé, même s'il est en forme équivalente à un sujet plus jeune. D'autre part, l'impact moins évident des protocoles de polychimiothérapie agressive utilisés chez les sujets de moins de 65 ou de moins de 70 ans sur le gain en survie. C'est certainement un paramètre à pondérer dans le choix thérapeutique, sachant qu'en revanche, l'impact des thérapeutiques orales par rapport aux thérapeutiques intraveineuses paraît à peu près similaire chez les sujets âgés de plus de 70 ans. En somme, l'administration d'une chimiothérapie adjuvante ne peut pas faire l'objet d'un veto dans cette situation clinique, mais on doit certainement l'adapter, bien entendu à l'évaluation gériatrique, et d'autre part à la situation clinique du patient, en privilégiant des chimiothérapies certainement moins agressives que celles que l'on peut faire dans des situations de sujets de moins de 65 ans. Alors le futur, vous l'avez compris, l'évaluation gériatrique est au centre de nos préoccupations. On observe qu'elle doit être systématique et un certain nombre d'hôpitaux ont introduit le G8 en systématique à la consultation chez tous les patients âgés de plus de 70 ans. Ça justifie en tout cas d'une recherche clinique prospective qui n'est pas faite dans la plupart des essais cliniques, y compris actuels, que l'on réserve trop souvent à des patients jeunes et pour lesquels on ne peut pas traduire les conclusions qui sont obtenues dans des essais prospectifs pour des sujets plus âgés. Il faut donc des évaluations prospectives pour éviter le sous-traitement, pour éviter le surtraitement des sujets de plus de 70 ans ou de plus de 80 ans atteints de cancer. Bien sûr, l'adaptation aux localisations. Et la conclusion du point de vue de l'oncologue sera que la littérature est riche, mais probablement ce qu'elle démontre essentiellement, c'est que l'évaluation gériatrique a un impact majeur sur la prise en charge du patient, qu'une majorité de patients semblent être affectés de fragilité ou de préfragilité qui justifie une adaptation du traitement et que cette évaluation systématique doit faire l'objet d'une intégration dans le plan de soins, en une concertation pluridisciplinaire avec le gériatre, bien sûr avec le chirurgien, l'adaptation aux localisations et aux alternatives thérapeutiques qui vont être différentes dans les
tumeurs telles que le cancer du sein ou le cancer de la vessie, pour donner deux extrêmes, pousse de toute façon à une recherche clinique prospective soigneuse dans cette population de patients, car ce n'est qu'ainsi qu'on pourra obtenir des recommandations pratiques fondées sur la science et non pas des analyses en sous-groupe tel que cela est actuellement disponible dans la plupart des études. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers confrères, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette séance. Et je vais parler du rôle de la prise en charge oncogériatrique dans les indications chirurgicales en oncologie. J'ai orienté cet exposé que j'ai préparé avec le Dr Kudenek, avec qui je travaille avec Ambroise Paré depuis longtemps, dans la pratique. Alors comment ça se passe en pratique? D'abord, le traitement des cancers, que ce soit pour les personnes âgées ou les plus jeunes, est pluridisciplinaire. Le dossier de chaque patient est discuté en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, avec les différents spécialistes qui participent au traitement, oncologues, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes. La RCP ensuite s'accorde sur le traitement ou la séquence thérapeutique qui paraît souhaitable dans l'absolu, puis sur sa faisabilité, selon l'état du patient, ses comorbidités, son âge. Et la question de savoir s'il y a des alternatives. Ensuite, et c'est comme ça que nous fonctionnons, elle reporte sa conclusion à la semaine d'après, après qu'aient eu lieu les consultations d'anesthésie et d'oncogériatrie. En oncologie digestive, qui est mon domaine, le dilemme chez une personne âgée est différent de celui de la chirurgie fonctionnelle. Là, le dilemme, c'est traiter ou pas, avoir une chance de guérir ou pas. Souvent, il n'y a pas d'indication curative à la chirurgie, c'est le cas des cancers du côlon ou de l'estomac. L'indication doit alors prendre en charge la lourdeur d'opération. On ne se lance pas sur des sujets de plus de 85 ans dans une exérèse de la tête du pancréas, ça prend en compte les risques opératoires, l'âge des comorbidités et le bénéfice attendu selon le stade du cancer, localisé ou métastatique, et l'espérance de vie spontanée du patient. Dans certains cas, il existe d'autres options, par exemple la chimiothérapie ou la radiothérapie ou la radiochimiothérapie exclusive pour les cancers du rectum ou de l'œsophage, pour lesquels on a moins de chances d'être curatif, aussi on a moins de risque d'avoir des complications opératoires. La radiofréquence pour les tumeurs du foie ou des traitements palliatifs comme la mise en place de prothèses digestives ou biliaires. Et en fin de compte, une fois que la RCP a donné un avis, le malade doit être informé et, à mon sens, c'est lui qui choisit quel risque il souhaite prendre. En oncogériatrie, il y a deux problèmes principaux. Il n'y a pas de règle de prise en charge des patients, pas de standard thérapeutique, et donc le risque, c'est de traiter en moins, insuffisamment, de ne pas donner accès à personnes âgées des techniques récentes, et de limiter les indications sans qu'il y ait de raison. D'où une perte de chance. C'est le risque de traiter en trop, traitement trop agressif, d'effectuer un geste chirurgical usuel sans avoir estimé les conséquences et d'avoir négligé d'autres aspects sociaux, neuropsychologiques. D'où la nécessité de bien identifier les facteurs prédispositifs de faisabilité. Cette image en France du cancer colorectal, c'est pour vous montrer en 2009 que à gauche, moins de 75 ans, à droite, plus de 75 ans. Dans les carrés rouges, vous voyez que le taux de chirurgiens qui ont été opérés est à peu près pareil, et que la gravité des cancers est à peu près égale aussi. Donc il est faux de penser que les cancers des gens âgés sont plus graves ou moins graves. Il y avait 20% de métastases synchrone dans les deux cas. En revanche, vous voyez que la chimiothérapie, qu'elle soit palliative ou adjuvante, est administrée moins souvent chez les gens, les patients les plus âgés. Ça, c'était une photographie. Les différents intervenants d'oncogériatrie, chirurgiens, anesthésistes, gériatres, l'objectif est d'identifier les comorbidités qui risquent de s'aggraver pour la période post-opératoire et les facteurs de risque, c'est-à-dire le syndrome confusionnel, on va en reparler, la douleur, la réhabilitation précoce, il en a déjà été question, et le statut nutritionnel. Donc, ce qui est très important, c'est l'évaluation gériatrique préopératoire, qui permet d'évaluer les comorbidités. Il y a plusieurs échelles, Charlson, Lassalle, le score G8, on vient
parlé, le score passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont pour but de chiffrer et d'avoir une idée chiffrée des risques. Cette évaluation gériatrique préopératoire a pour but d'abord d'évaluer le risque de syndrome confusionnel qui est un des problèmes principaux et qui peut concerner 65% des patients âgés en période post-opératoire qui inquiète tout le monde, la famille, le personnel soignant. Il augmente avec l'âge après une chirurgie majeure. Dans 20% des cas, il peut persister 6 mois et il s'associe à une surmortalité, une prolongation de la durée de séjour, des réhospitalisations, plus d'admissions en institution et c'est un facteur prédictif de la mortalité à moyen terme. Il en existe des facteurs prédictifs, des facteurs généraux qui ne sont pas propres au cancer, qui sont les altérations préexistantes, sensorielles, de la vue, des fonctions supérieures, de l'état fonctionnel, peut se déplacer ou pas, la déshydratation, des pathologies associées. Et durant l'hospitalisation, la contention qui augmente le risque, la dénutrition, l'administration en ajout de plus de 3 médicaments sur 24 heures, la pose d'une sonde urinaire. Parfois, on ne peut pas éviter. Et des facteurs spécifiques en oncologie chirurgicale, c'est-à-dire la douleur et sa prise en charge, les opioïdes injectables étant souvent plus délétères pour le syndrome confusionnel que par voie orale, les scores d'autonomie, la prise de beaucoup de médicaments et le score anesthésique, le score ASA. L'évaluation gériatrique préopératoire doit également s'intéresser aux risques liés à la dénutrition, qui est une complication fréquente des cancers, qui est un facteur de risque indépendant de mortalité et qui doit être pris en compte avant de débuter le traitement. Les objectifs de sa prise en charge sont tentés de la corriger et on peut avoir recours à la nutrition entérale préopératoire. Il vaut mieux décaler un peu l'opération et d'avoir un patient en meilleur statut nutritionnel, supprimer les régimes inutiles avec lesquels viennent souvent les patients, les régimes sans sucre, sans sel, sans graisse, sans tout, qui vont aggraver la dénutrition et faire le tri dans les médicaments pour les patients qui ont souvent des listes très impressionnantes. La période opératoire, je ne veux pas m'étendre, le professeur Guénard en a déjà parlé, l'anesthésie, on sait qu'elle doit s'adapter puisqu'il y a des modifications physiologiques du sujet âgé qui modifient la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des produits anesthésiants. Mais il semble à la comorbidité égale, en tout cas que l'anesthésie du sujet âgé n'est probablement pas plus risquée que celle du sujet plus jeune, même si on sait qu'avec le grand âge, il y a plus de comorbidité présente. Donc la phase post-opératoire, c'est la phase où peut survenir le syndrome confusionnel, c'est la phase où est importante la réhabilitation précoce, où il faut prendre en charge la douleur et organiser la prise en charge du patient dans la filière gériatrique. La mortalité post-opératoire est liée à l'âge, du cadavre et le caractère d'urgence de la chirurgie. Dans une étude que nous avions fait en Bresse-Pareil il y a quelques années, publiée dans l'Asosurgerie, on avait constaté que le syndrome confusionnel en chirurgie majeure au cancer était observé chez 24% des patients après chirurgie lourde et 43% dans les ASA 3-4, mais que ce risque n'était pas associé, comme on pouvait le penser, à la présence d'une complication chirurgicale type fuite d'anastomose. Et qu'il y avait 3 facteurs prédictifs: chute, facteur ASA, score ASA 3 ou 4, et administration post-opératoire de tramadol qui entraîne souvent un syndrome confusionnel à lui seul. Ça accroît la durée de séjour et la mortalité. Alors la prise en charge de ce syndrome confusionnel non pharmacologique, elle impose de rechercher et corriger les facteurs déclenchants, obésité, rétention d'urine, fécalote, sepsis, troubles métaboliques, sevrage médicamenteux et les autres pathologies associées. Il faut calmer, rassurer, informer le patient et aussi son entourage qui en général est très inquiet quand il voit son patient avoir des troubles importants psychiques, recadrer le patient dans le temps et l'espace et corriger le déficit sensoriel, encore une fois éviter la contention et mobiliser dès que possible, ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit juste auparavant. Et aussi des traitements médicamenteux avec les médicaments ponctuellement nécessaires, les vasodiazépines, les neuroleptiques dans certains cas. En tout cas, ce qui est important, c'est une recommandation de la HAS de 2009. Il faut dans ces cas-là demander l'analyse gériatrique dès que possible.
La réhabilitation post-opératoire en oncogériatrie est très importante, et même les chirurgiens doivent être concernés par ça pour améliorer d'une part la prise en charge des patients et secondairement les indications. Elle repose sur la motivation de l'équipe soignante et l'implication du patient dès l'admission. La collaboration oncogériatrique qui permet d'anticiper en amont la place du patient dans un parcours de soins ultérieurs et de savoir s'il aura besoin de la chimiothérapie, la réanimation, les soins de suite de réadaptation gériatrique, si possible le retour à domicile et éventuellement le recours à l'hospitalisation à domicile. Alors là, j'ai une panne. Alors cette photographie qui date de 2004-2007, vous ne voyez pas, mais en tout cas dans ce petit carré rouge, que les patients plus âgés, au-delà de 85 ans, dans cette période, avaient moins de chirurgie de cancer colique que pour les âges inférieurs à 75 ans. Donc ça, c'est un problème dans lequel il faut lutter avec une bonne prise en charge. Il n'y a pas de raison d'opérer moins les patients de plus de 85 ans que les patients de moins de 75 ans pour un cancer du côlon. Et pour conclure, c'est un domaine où il faut une bonne collaboration chirurgicale et gériatrique qui doit permettre aux patients âgés de bénéficier d'un traitement de qualité, de réduire le risque de complications post-opératoires. Et c'est dans ce sens que vont la création des UCOG, unités de coordination en oncogériatrie, qui ont été créées par l'Institut du cancer dans les différents CHU et qui ont justement pour but de promouvoir cette organisation et d'améliorer la prise en charge des patients.